sommes les Gaulois réfractaires. Gaulois un jour, Gaulois toujours. Nous défendrons nos libertés. De l'esclavage mondialisé. Leur dictature jamais soumise. Oh, restez vivants, restez unis. Marie veille sur notre combat. Jour et nuit, Marie veillera sur tous ceux qui, pour la France, donnent leur amour et leur bravoure. Hey! Nous sommes les Gaulois réfractaires. Mais enfin bon, comme je vais diviser ma prise de parole au moins en deux parties, en fait dans la deuxième partie c'est peut-être vous qui parlerez le plus en réalité, puisque je voudrais vous proposer un atelier pratique en deuxième partie, un atelier création de slogans. Alors j'avais demandé à Serge de vous avertir en avance en fait, mais peut-être que tu n'as pas eu le temps de le faire. Tout, là. Oui, donc voilà. C'est-à-dire qu'en fait, pour que vous vous mettiez un petit peu au travail, je vais vous proposer un atelier remue-ménage, un brainstorming, intitulé « Dans la peau d'un spin doctor », dans la peau d'un communicant, pour que vous touchiez un petit peu du doigt ce que c'est, quel est le type en fait, de travail que doit faire un communicant, en fait, donc un expert en communication. C'est un rapport au langage très particulier, qui n'est pas du tout le rapport au langage naturel, on pourrait dire. C'est un rapport au langage entièrement calculé. C'est pour ça que aussi, bon, on peut parler d'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est un rapport à la société, ou un rapport au lien social entièrement calculé. D'où cette notion d'ingénierie en fait, qui suppose un calcul. L'ingénierie, quel que soit son domaine d'application, c'est du calcul. Avant tout, dans le BTP ou en informatique, on parle d'ingénierie informatique, on parle d'ingénierie financière. À chaque fois, ça suppose en fait de prendre un donné et puis de le recombiner selon un nouveau plan. Donc l'ingénierie sociale, c'est aussi de la planification sociale. Donc j'ai quelques livres à vendre, donc il y en a un qui est spécifiquement sur l'ingénierie sociale, c'est celui-là, que j'ai écrit entièrement. Après, si vous voulez, vous pouvez les acheter. Il y a celui-là dont je n'ai écrit que la préface de Stuart Ewen, Conscience sous influence. Stuart Ewen est historien de la publicité. Et donc, il publie en 1975 un livre en anglais, puisqu'il est de New York, intitulé Captains of Consciousness, donc capitaine de conscience, comme on parle de capitaine d'industrie, où il montre que finalement le capitalisme consumériste, la société de consommation telle qu'elle apparaît dans les années 1920 aux États-Unis, est totalement planifié, que c'est un système socio-économique entièrement planifié, comme le système soviétique qui se mettait en place de l'autre côté de l'Atlantique. Parce que le cliché en général, c'est d'opposer la liberté de commerce du capitalisme à l'économie planifiée, socialiste, soviétique. En réalité, les deux types d'économies sont tout aussi planifiées l'une que l'autre. Mais il y en a une qui essaie de vous faire croire que vous êtes libre. Voilà. Et donc il y a tout un tas de stratagèmes, de subterfuges qui sont utilisés dans le marketing pour vous faire croire que vous êtes libre dans ce système entièrement planifié de société de consommation fondée sur l'obsolescence programmée, etc. Et sur la surproduction, etc. Donc ça c'est un des 10 livres qui m'a le plus marqué, que là je viens de vous faire l'article, le résumé.
Donc, et j'ai rédigé la préface pour voilà, le faire exister en France. C'est-à-dire qu'il a été édité en France en 1981 et ensuite bon, il était épuisé chez son éditeur d'origine. Je crois que tu es un éditeur sur la place de Paris, je ne sais plus lequel, de Noël, un éditeur universitaire. Et puis bon, 30 ans plus tard, j'ai réussi à le faire rééditer, donc avec l'accord de l'auteur lui-même. En ayant ressorti, donc j'ai rajouté une préface. Donc, mais en fait, c'est pas. Donc je n'ai écrit que la préface, mais c'est comme si je l'avais écrit. Enfin, c'est un des 10 ouvrages qui m'a le plus marqué dans ma vie. Et puis sinon, donc, je vous propose ça aussi. Donc là, c'est sur ce qui se passe donc, en Ukraine. Là, c'est une étude sur l'ingénierie sociale en géopolitique. C'est-à-dire que en fait, la guerre actuelle prend ses sources en 2014, à la suite d'un putsch, d'un coup d'État, d'une révolution colorée, intitulée Euromaïdan, vous vous en souvenez peut-être, on nous a bassiné avec ça tout l'hiver 2013-2014. Il y avait déjà eu une révolution colorée en Ukraine en 2004, c'était la révolution orange, avec la blonde, là, avec sa coupe de cheveux, la princesse Leia. Vous vous en souvenez peut-être aussi d'ailleurs, mais là ça commence à remonter un peu à loin. Donc, et en fait, ces deux révolutions colorées étaient des opérations de transformation de l'Ukraine, des transformations politiques, mais aussi de l'identité des Ukrainiens pour leur faire croire, on est toujours dans la faire croire, qu'ils étaient anti-russes, qu'ils avaient un problème avec les Russes. L'identité ukrainienne, certes, existe, c'est une identité régionale du monde slave, mais depuis le 19e siècle, il y a une opération d'ethnogenèse qui a été lancée par l'Empire austro-hongrois, qui est en fait une opération d'ingénierie sociale, c'est-à-dire de construction d'une identité ethnoculturelle, pour faire croire aux Ukrainiens qu'ils sont non seulement donc, des Slaves, mais en plus anti-russes, et en fait fondamentalement des Occidentaux. C'est d'où la schizophrénie actuelle, justement des bandéristes, les fameux nazis ukrainiens, qui en fait disent tout et son contraire d'un jour à l'autre, quand on suit un petit peu leur communication. Un jour ils sont occidentaux, le lendemain ils sont les vrais Slaves, plus que les Russes, et puis le surlendemain ils redeviennent des occidentaux anti-russes, c'est à peu près n'importe quoi. Mais tout ça, bon, ça s'apparente, alors que ce soit les nazis ukrainiens, que ce soit les djihadistes, ou que ce soit les antifas, on a affaire à des gens qui sont radicalisés, qui sont militarisés, et qui sont en fait sous contrôle, qui sont programmés pour avoir une conduite d'agressivité, mais qui sont en fait finalement dressés comme des chiens pour attaquer. Et on peut dresser des humains comme on dresse des chiens. Donc là, j'ai défini 3 catégories de population, les antifas, les néo-nazis ukrainiens ou sympathisants, vous avez peut-être vu sur Twitter le GUD de Paris, qui envoie des jeunes crever sur le front en Ukraine, mourir pour Zelensky, au nom de la race blanche. Donc ça me conduit d'ailleurs justement à une transition pour donc présenter le 4e livre que je vous propose à la vente aujourd'hui, donc le suprémacisme blanc. C'est-à-dire que en fait, quand j'ai eu fini d'écrire celui-là, j'avais plein de sources que je n'avais pas réussi à exploiter, à caser dedans, et donc je me suis lancé sur une étude sur le suprémacisme blanc, puisque bon, il a une actualité donc, en Ukraine. Parce que bon, sinon après, aux États-Unis, c'est un peu folklorique. Je veux dire, c'est les admirateurs du Ku Klux Klan, on les compte un peu sur les doigts de la main. Mais bon, malgré tout, ça fournit tout ce qu'on appelait les réseaux gladiaux dans les années 50, 60, 70, c'est-à-dire les réseaux humains issus du fascisme et du nazisme qui ont été recyclés dans l'OTAN. Notamment dans les services secrets anglo-américains, français aussi, italiens et belges. Donc il y a eu des opérations paramilitaires terroristes dans les années 70 qui ont frappé essentiellement l'Italie et la Belgique. Ensuite, à la chute du communisme, le Premier ministre italien Giulio Andreotti a révélé l'existence de ces réseaux terroristes de l'OTAN, qui cultivaient la mémoire de Mussolini, par exemple, en Italie, ou en Allemagne, la mémoire du Troisième Reich. Disons que la mémoire du Troisième Reich est devenue une espèce en fait,
de système d'identification facile en fait pour les blancs un peu paumés. C'est-à-dire, enfin, comme on voit dans les prisons américaines, par exemple, hein, ils sont tous tatoués, hein, et en fait les prisons américaines sont subdivisées en groupes ethniques, hein, donc vous avez les hispanophones qui vont revendiquer leur catholicisme, par exemple, mais qui sont souvent très impliqués aussi dans les cartels de la drogue. Vous avez les noirs, les musulmans et les blancs. Et les blancs, bon, bah, leur mythe de référence, ça va être le Troisième Reich, hein, et en fait, bon, je me suis dit un jour, finalement, c'est peut-être un peu comme ça que l'ingénierie sociale fonctionne, en fait, hein, c'est-à-dire en prenant modèle sur la prison américaine, hein, et en fait, en fournissant un mythe identitaire, hein, prêt-à-porter, hein, en fait, à chaque individu, à chaque groupe et identitaire, qui en fait, bon, sinon, en quelque sorte, bon, n'est qu'une collection d'individus. Mais pour finalement, mettez-vous dans la peau d'un directeur de prison, bon, son intérêt c'est de tuer dans l'œuf toute révolte possible. Hein, c'est-à-dire en fait pour comprendre comment le pouvoir nous programme, hein, et éventuellement nous déprogramme pour nous reprogrammer, hein, en fait il faut se mettre dans la peau, hein, d'un directeur de prison. C'est-à-dire que c'est vraiment avec cette mentalité, avec cette vision des choses que Macron travaille. Enfin Macron et ses conseillers, hein, Alain Bauer, etc. C'est-à-dire en fait le but c'est d'empêcher, hein, toute contestation, toute révolte, hein, dans le système carcéral qui est le nôtre. Je connais Serge effectivement depuis septembre ou octobre 2020, hein, quand Florian Philippot a lancé les manifestations contre la dictature sanitaire. Hein. Et puis bon, c'est effectivement en 2021, on a participé à la campagne départementale à l'époque pour les patriotes. Et donc bon, effectivement, bon ça, voilà, c'était une manière, hein, enfin, de dire, bon, enfin, c'était une manière, en quelque sorte, de se rebeller dans la prison dans laquelle nous avons été enfermés à partir de mars 2020. Et là, vous avez senti physiquement, en fait, ce que j'anticipais un peu, hein, c'est-à-dire que oui, hein, cette fameuse société libérale, individuelle, etc., est en réalité une vaste prison. Mais c'est normal, en fait. N'ayez pas peur, le mythe libéral, hein, de l'individu qui fait ce qu'il veut, en fait, c'est une fiction, lui aussi. Hein, ça n'existe pas. Toutes les sociétés sont encadrées, hein, et avec un système vertical autoritaire. Une société qui n'a plus ce type de structure, en fait, bon, bah, tout simplement se décompose. Alors, mais la décomposition peut être voulue, elle aussi. Hein, donc le pouvoir, justement, mettez-vous toujours dans la tête, hein, d'un directeur de prison, le pouvoir a intérêt à diviser pour régner. Donc il a intérêt à faire régner un minimum de désordre. Hein. Il a intérêt à entretenir des tensions, hein, entre les groupes ethniques. Parce que c'est plus facile, comme ça, de les contrôler chacun, hein, dans leur département, enfin dans leur quartier. Parce que sinon, s'ils s'unissent, bon, bah, et voilà, évidemment, ils vont déborder, hein, les matons, hein, ils vont déborder le système, hein, de contrôle social de la prison. Et pour ça, donc, il faut effectivement radicaliser, hein, les taulards, il faut radicaliser les prisonniers, comme il faut radicaliser la population, hein, dans notre société, pour que chacun, effectivement, s'identifie à son petit groupe et n'essaye surtout pas d'en sortir. Et en plus, effectivement, ça peut avoir un intérêt technique au niveau paramilitaire et terroriste, hein, avec des petits jeunes plein de testostérone qui ont envie de se battre. Si on était 1000 ans en arrière, bon, ils auraient déjà une femme et 3 enfants, et puis du boulot du matin au soir. Donc leur testostérone, hein, leur énergie vitale passerait, hein, dans tout simplement l'entretien de leur famille et puis les trucs à produire, enfin je veux dire le champ à labourer, etc. Bon, aujourd'hui, dans nos sociétés tertiarisées, finalement de branleurs devant leurs jeux vidéo, bon, bah, voilà, l'énergie physique doit passer ailleurs. Alors, heureusement, il y a des salles de boxe, hein, mais je veux dire, alors pour l'anecdote, en fait, j'ai été locataire d'un appartement là, au 12 rue Rollin-Régnier pendant 6 mois. Enfin, j'ai habité dans cette rue, en fait, en 2012. Et j'étais obligé de me barrer au bout de 3 mois.
Parce que en fait, c'était tout simplement dangereux physiquement pour quelqu'un comme moi, en fait. Donc au bout de 3 mois, en fait, j'ai envoyé le préavis de départ. Ensuite, bon, j'étais encore, comment dire, propriétaire, enfin pas justement non, locataire des clés pendant 3 mois. Donc techniquement, j'ai été locataire pendant 6 mois, mais je n'y ai vraiment vécu. Encore, je n'ai même pas vraiment vécu. Enfin pendant 3 mois. Mais effectivement, bon, j'ai vu un peu la banlieue profonde et puis comment dire, les menaces physiques en fait, hein, qui pouvaient effectivement être dirigées hein, contre les Français de souche, quoi. Et puis, mais donc voilà, là, je décris un petit peu comment le pouvoir doit gérer hein, la société hein, en faisant varier, hein, en faisant monter le racisme à volonté ou en le faisant descendre de temps en temps, hein, en fait. Hein, mais bon, il y a un certain nombre de types de relations sociales, de liens sociaux, en fait, hein, dont il faut prendre le contrôle. Toujours hein, en filant la métaphore hein, de la prison américaine, hein, avec ses quartiers subdivisés en groupes ethniques. Donc, en fait, l'ingénierie sociale à ce stade, et donc la programmation hein, psycho-comportementale, c'est finalement assez simple à comprendre. Mais une fois qu'on l'a compris, il faut réussir à le restituer verbalement de manière pédagogique. Donc bon, moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille là-dessus, et en fait... il y a une dizaine d'années, c'était essentiellement Égalité et Réconciliation et les identitaires qui m'ont proposé des créneaux d'expression, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien que je jargonne, hein, parce que quand je faisais une conférence, c'était pendant 1 heure, 2 heures maximum, et après, bon, je n'allais pas revoir les gens. C'est utile de jargonner, en fait, quand on est prof et qu'on sait qu'on va revoir hein, les élèves à intervalles réguliers, et qu'on va leur expliquer le jargon, qu'on va les familiariser. Donc là, moi, je me suis dit, il faut que je développe une technique de self-défense hein, cognitive, mais facile à l'emploi, hein, que je puisse transmettre en 2 heures maximum. Voilà, donc je me suis attelé en fait à ce travail de modélisation hein, d'une méthodologie facile à comprendre et facile à appliquer et transmissible en 2 heures. C'est comme les principes de self-défense qui sont en fait souvent empruntés à des arts martiaux qui eux ont mis des siècles hein, pour s'élaborer, mais la self-défense hein, applicable instantanément comme ça, ou presque, en fait c'est une sorte de melting pot, enfin de mélange en fait de techniques qui sont prises ailleurs, mais qui n'ont plus la philosophie, hein, évidemment, des techniques ancestrales hein, qui ont été en quelque sorte pillées. Donc là, bon, l'ingénierie sociale, aujourd'hui, après 20 ans de travail et de pratique, entre guillemets, je la définis comme ça, en fait, ça consiste, alors c'est la transformation furtive hein, de l'autre, hein, et donc la transformation furtive du lien que j'ai avec l'autre. Et ensuite, il faut déjà commencer à modéliser hein, qu'est-ce que c'est que ce lien social. C'est quoi, en fait hein, en fait, le lien social se subdivise en 3 types hein, de liens sociaux. Hein, c'est-à-dire que, en fait, le lien social se résume à 3 types de relations. Hein, c'est la confiance, la méfiance et l'indifférence. Vous pouvez chercher, vous ne trouverez rien d'autre. En fait, on peut vraiment résumer toutes les sortes de relations qu'on a avec autrui dans ces 3 sous-ensembles. Alors après, il y a des nuances, hein, évidemment, hein, et puis parfois il y a des superpositions, parfois on est dans la confiance et la méfiance en même temps, comme dirait Macron. C'est quand on a des relations ambivalentes avec quelqu'un, par exemple quand on est en train de se séparer hein, d'une relation amoureuse, on est simultanément dans le ressentiment, mais on a encore des sentiments, etc. Donc on est dans une espèce de mélange hein, de confiance et de méfiance. Alors parce que bon, en fait, l'amour c'est de la confiance, hein, fondamentalement. Mais quand je parle de confiance, c'est plus large que l'amour. Vous voyez, et ça peut être, donc ça peut trouver une application plus vaste hein, que simplement donc le lien amoureux. Et puis, ben, le ressentiment, la haine, etc., tout ça, c'est de la méfiance. Ça appartient, hein, en fait, à la famille hein, de sentiments hein, qu'on peut résumer sous le terme de méfiance. Et puis, il y a l'indifférence. Il ne faut pas oublier l'indifférence. C'est-à-dire que c'est aussi un type de relation, l'indifférence. Ça paraît contradictoire, hein, mais en réalité, en fait, on ne peut pas ne pas communiquer. Hein, ça, c'est l'école de Palo Alto. C'est-à-dire que, en fait, même quand je ne communique rien, je communique. Parce qu'autour de moi, il y a des gens qui vont me percevoir comme ne communiquant rien. Et c'est une façon, malgré tout, de communiquer. C'est-à-dire, en fait, mon indifférence hein, va être perçue comme de l'indifférence. Et ça aussi, c'est de l'information.
Hein, l'indifférence est aussi de l'information. Et puis, on peut évidemment simuler l'indifférence. Hein, donc, bon, là, on rentre là justement dans les méthodologies un peu de furtivité, de transformation furtive, hein, ou de manipulation. Et simuler l'indifférence, bon, bah, ça peut avoir des applications. On peut aussi donc simuler l'indifférence ou faire en sorte justement de cultiver l'indifférence à son égard. Une manière d'influencer autrui, c'est justement de ne pas donner l'impression qu'on essaye de l'influencer. Et donc là, il faut faire monter l'indifférence par rapport à l'individu, hein, pour miser tout sur le message. Hein, donc il faut parfois faire monter l'indifférence par rapport au messager pour mieux se concentrer sur le message. Hein, par exemple, un cas concret, si vous voulez influencer vos collègues au travail, hein, au moment de la pause à la machine à café, il ne faut pas leur mettre la pression psychologiquement. Parce que sinon, en fait, ils vont sentir un stress et donc, en fait, la méfiance va monter. Et là, ils vont se fermer et vous ne pourrez plus les pirater. C'est-à-dire, donc, en fait, les reprogrammer. Donc là, en fait, il faut appliquer une méthode alors j'ai piqué le nom en fait à l'armée, au militaire américain, hein, c'est le Fire and Forget. Souvenez-vous, c'était en 2003, hein, c'était un slogan de l'aviation américaine, hein, qui en fait disait voilà, donc Fire and Forget, ça veut dire qu'en fait on frappe et on s'en va tout de suite. Pardon ? Oui, voilà, enfin, donc. Alors ça c'est une méthode en fait, hein. Quand vous êtes dans un environnement pas forcément hostile, mais justement indifférent, hein, n'essayez pas tout de suite d'obtenir la méfiance, ou non, la confiance je veux dire, parce que ça peut faire naître la méfiance, par effet justement un peu d'étrangeté quoi en fait. Si vous êtes tout de suite hein, dans l'expression sentimentale un peu excessive, les gens vont se dire il est bizarre ou elle est bizarre celle-là. Donc en fait, bon, parfois il faut effectivement savoir hein, cultiver hein, justement une ambiance de neutralité. Hein. Quand je dis indifférence, c'est neutralité, hein, au niveau de la perception d'autrui ou comment autrui va vous percevoir. Donc il faut entretenir cette indifférence, cette neutralité vis-à-vis de votre subjectivité, de votre individualité, pour essayer de faire en sorte que finalement ce soit le message hein, qui compte, hein, et le message, vous allez l'envoyer comme ça, en fait, hein, à la machine à café, mais vous n'allez pas insister. Hein, c'est ce principe-là, Fire and Forget. Vous frappez et vous oubliez. Et ensuite, vous laissez hein, la petite graine que vous avez plantée, vous la laissez hein, planter ses racines et puis faire floresse. Donc ça, c'est une façon de procéder. En fait, c'est peut-être la plus courante hein, dans certains milieux socio-professionnels où il ne faut pas forcément entretenir des relations fortes sur le plan émotionnel. Parce que la confiance et la méfiance, bon, dans certains milieux, c'est déjà trop fort. On pourrait dire que dans les milieux, quand vous êtes au travail, quand vous êtes dans votre milieu professionnel, bon, il y a un minimum de confiance, évidemment. Parce que sinon, si on commence effectivement à se méfier des collègues qui sont dans le bureau ou qui sont dans le couloir, en fait, c'est l'entreprise qui va commencer l'entreprise ou le service qui va commencer à dysfonctionner. C'est-à-dire que la confiance est quelque chose d'absolument nécessaire pour faire fonctionner une organisation. Alors là, donc après l'expérience de pensée qui consiste à se mettre dans la peau d'un directeur de prison, hein, qui doit donc faire monter la confiance vis-à-vis de lui, hein, évidemment. Hein, l'équipe qui dirige la prison doit, même si c'est difficile, obtenir un minimum de confiance, mais surtout elle doit faire monter la méfiance hein, vis-à-vis des individus hein, et vis-à-vis des quartiers, hein, quand c'est comme dans une prison américaine, subdivisé en groupes ethniques. Par contre, par exemple, si vous êtes l'entraîneur d'une équipe de football, là vous devez évidemment créer de la confiance hein, entre les individus de l'équipe, hein, parce que si il n'y a plus de confiance entre les membres de l'équipe,
le ballon ne risque pas de circuler très bien. Hein, là, on avait vu ça, c'était, je sais plus, quand l'équipe de foot la Coupe du Monde là, en Afrique du Sud, c'était en 2010, si je me souviens bien, où l'équipe de France était nulle, parce qu'en fait, il y avait des problèmes entre les joueurs, des problèmes personnels. Résultat, ils n'arrivaient pas à jouer, en fait, tout simplement. Il y avait même eu une scène ridicule où ils avaient fait la grève, là, et ils refusaient de descendre du bus. Bon, enfin, c'était vraiment... et là, on voit ce que c'est, en fait, concrètement, ce que c'est qu'un collectif où il n'y a plus de confiance. Et en fait, c'est la réalité même du collectif qui disparaît. Donc la confiance, en fait, qui est un crédit, en fait, c'est-à-dire en fait quelque chose de purement psychologique, eh bien, va créer des relations matérielles. Là aussi, ça c'est quelque chose qu'il faut un phénomène auquel il faut être attentif. C'est tous les phénomènes psychosomatiques, les phénomènes où en fait la pensée crée du réel, crée de la matière, puisque la circulation du ballon et la victoire éventuelle de telle ou telle équipe de foot, ça c'est bien matériel, et bien en fait c'est entièrement dépendant d'une émotion, c'est-à-dire de quelque chose d'entièrement virtuel. C'est-à-dire que la confiance, le crédit que j'accorde à autrui, qui est toujours anticipé, parce que la confiance ne repose finalement repose souvent sur de l'expérience quand on se connaît depuis longtemps, évidemment, mais en fait, bon, on n'est jamais sûr à 100% que la stabilité de cette relation en fait va perdurer. Donc la confiance, c'est toujours un pari sur l'avenir. Donc on est toujours dans le virtuel. Eh bien, le virtuel vient malgré tout cimenter les relations, stabiliser les relations dans le groupe ou dans le couple aussi. Là, c'est plus facile à comprendre quand on parle d'un groupe constitué de 2 personnes. Et donc cette confiance va cimenter, cette émotion virtuelle va cimenter dans le réel les relations et va produire des effets dans le réel. Ça, c'est toute la magie de la psychologie humaine, c'est-à-dire qu'en fait, on est en permanence dans cette circulation entre le virtuel et le réel. Donc Jacques Lacan, là, le célèbre psychanalyste, disait que le symbolique, c'est-à-dire en fait les représentations, ont le même niveau de réalité quasiment en fait que la matière physique, dans la mesure où en fait nous vivons, nous humains, dans un monde matériel, mais aussi dans un monde émotionnel, qui en fait a le même niveau de contrainte quasiment que les lois de la physique. C'est-à-dire que les lois de la psychologie ont quasiment le même niveau de contrainte et le même niveau de rigidité que les lois de la physique. C'est pour ça qu'on peut parler de physique sociale d'ailleurs. C'est un penseur utopiste belge, Adolphe Koestler, qui a inventé ce terme au début du 19e siècle. Et ça me permet de faire une transition, une parenthèse justement sur les origines de l'ingénierie sociale, que l'on peut trouver en fait dans la pensée utopiste, dans le courant utopiste qui en fait se constitue essentiellement au 19e siècle, avec Auguste Comte, Saint-Simon, enfin toute cette tradition de penseurs, et qu'on retrouve en France, évidemment. Enfin, bon, c'est essentiellement un truc, c'est surtout franco-britannique peut-être, mais c'est vrai qu'il y a une grosse représentation de Français dans ce pays, dont un membre éminent d'ailleurs qui s'appelle Frédéric Leclès. Il a une avenue à son nom à côté de la Tour Eiffel, dans les avenues parallèles au Champ de Mars, et qui donc fonde une école d'ingénierie sociale, une école d'ingénieurs de la société. Lui-même était ingénieur des mines, et puis il s'est frotté un peu au matériel humain en quelque sorte, et ça lui a donné des idées. Donc, alors ça c'est je vous le montre en fait, je ne recommande pas forcément de l'acheter. Donc Naissance de l'ingénieur social, c'est un recueil de textes en fait, publié aux éditions de l'école des mines, Paris Tech Mines, les presses, collection sciences sociales. Donc voilà, là en fait c'est un recueil de textes de Frédéric Leclès et de ses disciples. Il avait une dizaine de disciples qui ont un peu essaimé. Bon, c'est le mouvement utopiste tardif en fait, c'est fin 19e, donc c'est pas les origines. Et en fait, donc ils ont essayé de créer
une alternative au marxisme, hein, c'est-à-dire en travaillant sur finalement la fin de la lutte des classes, hein, parce que le marxisme enregistre les luttes des classes et essaie de la dépasser, hein, dans la société sans classe. Et donc, ce qui est déjà une utopie en soi, mais bon, en fait, toutes ces questions-là apparaissent au XIXe siècle, et donc il y a notamment ce mouvement-là d'ingénieurs de la société qui en fait se constitue un peu en parallèle, hein, du mouvement marxiste, et qui essayait aussi alors non pas de dépasser la lutte des classes, mais de l'harmoniser. Hein. C'est vraiment le projet explicite, hein, de Émile Chesson, en fait. Hein, je vais essayer de trouver le... bon, bref, peu importe. En fait, parce que je l'avais noté, mais je n'ai pas noté la page. Donc je suis bien avancé, il faudrait que je la retrouve, donc je ne vais pas vous infliger ça. Mais bon, de mémoire, Émile Chesson, dans un texte en fait, hein, qui est rassemblé, enfin qui est dans ce livre, dans ce collectif, là, dans cette anthologie pour être précis, dit bien que en fait, bon, en gros, il faut donc effectivement harmoniser les relations entre le patron et les ouvriers. Donc il n'essaye pas, hein, il faut en finir avec les antagonismes et les sources de l'antagonisme. Et donc là, bon, on voit qu'on est toujours, hein, dans ce projet, hein, d'organisation scientifique de la société qui consiste finalement à en finir avec les problèmes, hein, puisque les antagonismes dans un groupe social, hein, dans une équipe de foot ou dans une prison, bon, bah, ça crée des problèmes. Du moins, en fait, si on n'arrive pas à en prendre le contrôle. Hein. C'est-à-dire qu'on peut effectivement aussi, alors là, passer à l'ingénierie sociale un peu machiavélique, hein, c'est-à-dire ne pas se contenter de résoudre les antagonismes, mais les instrumentaliser. Hein, comme je disais, hein, le directeur de prison a intérêt, dans certains cas, hein, à entretenir certains antagonismes, hein, dans cet objectif, hein, de diviser pour régner. De la même manière que Jules César et ses conseillers, hein, ont réussi à entretenir des antagonismes entre les tribus gauloises, hein, pour qu'elles ne parviennent jamais à s'unir contre l'envahisseur romain. Les Romains ont réussi une performance inimaginable, hein, pour l'époque. Hein. C'était il y a 2000 ans. Hein. Ils étaient en infériorité numérique, hein, mais considérable. Hein. Ils étaient loin de chez eux, ils ne connaissaient pas le terrain. Ils marchaient 50 km par jour, hein, et le soir ils devaient construire leur camp, etc., et encore chasser pour se nourrir. Et ils ont réussi, hein, avec une infériorité numérique écrasante, malgré tout, hein, à battre les Gaulois. En appliquant, bon, premièrement parce qu'ils étaient mieux organisés, en fait ils n'étaient pas dans le spontanéisme, hein, ils étaient dans une organisation militaire très carrée, hein, ils avançaient en tortue, hein, vous avez tous entendu parler de ça, alors que bon, les Gaulois étaient sans doute un peu plus spontanés, un peu moins organisés, enfin un peu moins rationnels, hein, et puis surtout, bon, voilà, ils étaient divisés. Et les Romains ont réussi à exploiter ça à fond, hein, pour finalement prendre le contrôle de tout le territoire. Il faut se représenter, hein, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de transmission, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien. Voilà, c'est vraiment là, ce que les Romains ont réussi, et puis c'était pas uniquement le territoire des Gaulois réfractaires, comme dit le nom de la sauce. Ils ont fait ça dans toute l'Europe et surtout le bassin méditerranéen. Mais à chaque fois en appliquant les mêmes méthodes, hein, comme quoi ça marche, c'est universel et ça marche encore aujourd'hui. Hein. Donc il ne faut pas s'en priver, en fait, parce que ce qui nous est appliqué, bon, bah, on peut le retourner, hein, en effet boomerang. Hein, faut effectivement savoir utiliser ces méthodes-là. Donc savoir effectivement déjà devenir conscient, hein, que nous baignons dans 3 types de relations et qu'il faut savoir s'en rendre maître. Donc j'ai inventé un outil d'ingénierie sociale qui va peut-être vous intéresser. En fait, ça permet de faire une description en 2 dimensions du lien social, hein, mais aussi de ce qu'on appelle l'opinion publique. Parce que finalement, le lien social, donc avec ces 3 nuances-là, hein, ces 3 types de relations, confiance, indifférence, méfiance, il est ensuite rempli avec des idées. Avec aussi des injonctions. Hein, c'est-à-dire que le pouvoir, justement, pour prendre le contrôle à notre place de nos relations de confiance, d'indifférence et de méfiance,
il nous demande d'éprouver tel ou tel type de relation vis-à-vis de tel ou tel sujet ou de telle ou telle cible. Donc, en fait, le lien social, c'est ce qu'on appelle aussi l'intersubjectivité. Donc, c'est ce qui est entre les sujets, entre nous, là, l'intersubjectivité, c'est ce qu'il y a entre nous en tant que sujet. Mais on peut appeler ça aussi l'opinion publique ou l'intelligence collective. Tout ça, c'est un peu synonyme. Mais quand on parle d'intelligence collective ou d'opinion publique, là, tout de suite, on pense on envisage les contenus, alors que le lien social, ça permet de décrire les choses, ça permet de décrire les structures nues, en quelque sorte, avant qu'il y ait un contenu de pensée. Mais alors, je profite que Serge a mis à ma disposition donc un tableau pour vous exposer donc, cet outil de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire de prise de contrôle de l'opinion publique, et pour la faire varier à volonté et de manière furtive ou semi-furtive. Quand je dis furtif, c'est-à-dire en fait de manière quasiment subliminale. Parce que, alors oui, donc après après que l'idée ait émergé, soit apparue dans la tête d'un ingénieur des mines, qu'on peut organiser la société au moyen d'une ingénierie, ensuite le terme, le concept tombe un peu en désuétude. Il est réanimé par un épistémologue du nom de Karl Popper, qui dans les années 1950 reprend cette notion d'ingénierie sociale pour la subdiviser en deux, une bonne et une mauvaise, parce qu'il voyait justement dans les totalitarismes du XXe siècle, donc il y en avait deux qui étaient tombés, c'est-à-dire l'hitlérien et le mussolinien en 1945, et par contre le communisme existait encore, et Karl Popper en apologue en fait, de la société libérale, de la société ouverte, donc décide de s'approprier cette notion d'ingénierie sociale pour l'appliquer justement au totalitarisme qui ont toujours une dimension utopiste. C'est-à-dire que en fait, ces trois totalitarismes du XXe siècle avaient comme projet d'en finir avec les problèmes. Alors les problèmes, ça pouvait être le grand capital, ça pouvait être les juifs, ça pouvait être etc. Mais à chaque fois, en fait, si vous examinez bien, en fait, il y a toujours cette fascination pour une société sans problème, vers laquelle nous devons aller tous ensemble, et puis vers aussi cette nouvelle société avec ce nouvel homme, et puis cette nouvelle femme. Enfin, en tout cas, il y a toujours une dimension prométhéenne dans ces trois totalitarismes qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui dans ce super totalitarisme informatique, transhumaniste, qu'on nous promet aussi depuis 2020. Mais à chaque fois, c'est la même idée. On va organiser la société de manière parfaitement rationnelle, de manière scientifique. On va supprimer tout ce qui ne va pas, tous les problèmes, tous les antagonismes, et ça va rouler, vous allez voir, ce sera le paradis sur Terre. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que là j'ai fait une digression, maintenant je ne sais plus ce que je voulais dire, donc je vais revenir sur le tableau. Voilà, alors prendre le contrôle des relations de confiance, de méfiance et d'indifférence. Ah oui, voilà, ce que je voulais dire, c'était par rapport à la dimension furtivité. Donc à partir des années 90-2000, la notion d'ingénierie sociale est récupérée par les milieux du piratage informatique. Notamment Kevin Mitnick, qui est mort l'an dernier d'ailleurs, mais qui s'est illustré dans les années 80-90 par son aptitude à pirater les services secrets américains, le Pentagone. Et donc ensuite, il a fait un peu de prison, il s'est fait attraper. Et puis en prison, il a fait amende honorable, et puis ensuite, en sortant de prison, il s'est mis à travailler, évidemment, pour le Pentagone, et pour les gens qui l'avaient piraté, il était bien placé pour connaître toutes les failles dans leur système de sécurité, mais essentiellement les failles humaines. Parce qu'en fait, figurez-vous que quand il piratait les ordinateurs du Pentagone, en fait, c'était en piratant les utilisateurs des ordinateurs, et non pas les ordinateurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, il faisait des sortes de canulars téléphoniques, il se faisait passer pour le chef, par exemple, de sa cible, et en imitant la voix, ou je ne sais quoi, enfin en tout cas,
en donnant des gages, hein, en usurpant l'identité de tel responsable de la hiérarchie, il abusait de la confiance, hein, de tel individu dans la hiérarchie, mais à un niveau inférieur. Et comme ça, il a réussi à infiltrer, hein, des systèmes de sécurité en piratant l'humain dans le système de sécurité. Donc c'est ni plus ni moins que du piratage psychologique, en réalité. Hein. C'est même plus du piratage informatique, en fait. Donc, donc l'humain, en fait, est intégré, hein, dans le système de sécurité, à égalité avec la machine. Hein, et puis, bon, mais dans ce système où il y a, en fait, une partie humaine, hein, c'est de la viande, en fait, hein, comme disait William Gibson, l'auteur de science-fiction, hein, dans le cyberespace, hein, dans la matrice, en fait, bon, il y a de la viande. Voilà. Ça, c'est comme ça que l'intelligence artificielle parle de l'humain, c'est la viande. Voilà, donc dans le système cybernétique global, il y a donc l'intelligence artificielle et puis il y a la viande. Donc, et la viande se pirate, hein, plus facilement peut-être que l'intelligence siliconée, l'intelligence numérique, parce que bon, elle a des faiblesses, hein, des faiblesses physiologiques et des faiblesses psychologiques. Qu'il est possible, enfin des biais psychologiques, hein, des biais cognitifs qu'il est possible d'exploiter quand on les connaît. Et donc c'est ce que Kevin Mitnick a fait. Et donc il a appelé sa méthode de piratage psychologique de l'ingénierie sociale, hein, en s'appropriant cette notion, hein, social engineering, hein, avec cette idée qu'effectivement on va avoir un rapport, hein, ingénieux au lien social pour pirater autrui. C'était ça, en fait, on pourrait dire, si je fais une analyse étymologique, hein, du pourquoi un pirate psychologique ou psycho-informatique s'est approprié cette notion d'ingénierie sociale. Hein, il l'explique un peu dans son livre. Hein, c'est-à-dire que, en fait, il a développé, en fait, une technologie relationnelle, hein, qui marchait, en fait, quasiment à tous les coups. Donc avec des routines, en fait, hein, et il s'est rendu compte que c'était facile finalement, hein, de pirater l'humain, parce que en fait, bon, nous fonctionnons nous aussi, hein, avec des routines, hein. Enfin, Bourdieu appelait ça des habitus, quoi, enfin, c'est-à-dire en fait des algorithmes, hein. Et d'ailleurs, bon, la psychologie, hein, classique, hein, normale, se donne pour objectif, hein, justement, hein, de nous déprogrammer. Quand nous souffrons d'un programme, c'est-à-dire d'un algorithme affectif qui nous fait du mal, par exemple, enfin, je sais pas, d'une névrose quelconque, eh bien, la psychologie, hein, en général, se donne pour objectif, hein, de nous déprogrammer, hein, pour nous libérer, hein, justement de cette compulsion de répétition, hein, de cette névrose d'échec qui nous empoisonne la vie. Mais une compulsion de répétition, une névrose d'échec, c'est ni plus ni moins qu'un programme, fondamentalement. Et ça marche comme un programme informatique. Hein, c'est-à-dire que, en fait, même si ça ne marche pas, ça continue, hein, ça mouline. Voilà. Vous avez déjà peut-être rencontré, hein, des humains qui moulinaient, hein, comme Windows ou comme Internet mouline parfois. Enfin, on voit que bon, ça n'avance pas, enfin, le programme tourne en boucle. Voilà, il y a des comportements humains qui en fait tournent en boucle, hein, qui s'affrontent comme ça, qui se tapent avec des gens qui donnent l'impression de se taper la tête contre un mur, mais et puis ils finissent ensemble. En fait, on en rencontre très souvent. Hein, c'est des conduites d'échecs, hein, qui en fait empoisonnent la vie des gens. La psychologie, et donc on peut parler, hein, de programmation, hein, de programmation comportementale. Et c'est vrai que en fait, nous fonctionnons, hein, un peu comme des machines. Hein. Il ne faut pas surestimer, hein, notre libre arbitre. Notre libre arbitre est très 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 limité. Hein. Notre libre arbitre, hein, c'est ni plus ni moins que la capacité de comprendre pour certaines personnes, hein, effectivement, que nous subissons, hein, nous aussi, des programmes. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir à changer le programme, mais au moins on comprend qu'on est nous aussi sous influence en quelque sorte. Et donc mais en tout cas, si vous voulez par exemple changer le programme de quelqu'un parce qu'il est en demande, hein, il y a des gens en fait, hein, qui sont en souffrance et qui vont s'adresser à leurs proches avant de s'adresser à un médecin, enfin à un spécialiste. Bon ben voilà, il faut évidemment travailler sur la confiance, la méfiance et l'indifférence.
Donc, et évidemment, entretenir le lien de confiance, ça c'est la base. Comme ça, au moins, la personne en fait, va rester ouverte et vous pourrez travailler sur sa programmation comportementale. Avec sa confiance, avec son accord. C'est évidemment plus facile que si elle se ferme à vous parce qu'elle ne vous fait pas confiance et qu'elle se méfie de vous. Donc vous voyez que c'est absolument central, c'est-à-dire qu'en fait pour finalement fabriquer le consentement, vous connaissez l'expression, engineering of consent, donc, qui vient donc de Walter Lippmann, qui est un grand théoricien de l'opinion publique, repris par Edward Bernays, donc l'inventeur de la propagande moderne, en quelque sorte, qu'il a renommé Public Relations, relations publiques, justement, en fait, pour faire de la propagande sur la propagande, parce que le terme de propagande était connoté déjà dans les années 20-30. Donc, dans un environnement pseudo-libéral, qui se présente comme libre, on ne peut plus parler de propagande, il faut changer le terme pour l'adapter au politiquement correct libéral. C'est pour ça que Edward Bernays a inventé cette expression de relations publiques. Mais c'est ni plus ni moins en fait que l'ingénierie sociale, c'est de la manipulation. Mais bon, toujours est-il que donc la furtivité, c'est-à-dire en fait savoir effectivement agir, finalement avancer masqué en quelque sorte, ou du moins en fait ne pas créer de méfiance quand on est face à autrui. Bon, ça suppose parfois effectivement d'agir à un niveau semi-subliminal. Ou du moins, et puis alors parfois, effectivement, si vous obtenez vraiment la confiance et que la personne est d'accord pour travailler à sa propre reprogrammation, bon, en fait là, on va sur la pédagogie ou sur la thérapie. Mais on reste dans ces questions de programmation. Les Américains ont moins de problèmes avec ce genre de vocabulaire que les Européens. Eux, ils parlent sans hésiter, en fait, même les thérapeutes vous parlent littéralement de programmation, de reprogrammation. Vous connaissez peut-être la programmation neurolinguistique, qui est qui est à mi-chemin entre la thérapie et puis les techniques d'influence. Voilà, bon, c'est-à-dire que bon, en fait, tout ça, ça vient de chez eux un peu, en fait. Je veux dire, tous les trucs de cybernétique appliqués en société. Donc, ils sont plus proches de la source. Ils ont moins de pudeur, en quelque sorte, avec toutes ces choses. Enfin, ils utilisent les termes de manière un peu plus directe. Et oui, donc voilà, donc je vais revenir sur cet outil-là qui peut vous amuser, en tout cas vous être utile. Si vous travaillez sur ces questions-là, si vous travaillez sur la communication stratégique, par exemple si vous travaillez dans le marketing ou le management, tout ce que je dis là, bon, en fait c'est votre pain quotidien. Si vous êtes parce que vous êtes affronté à ces questions-là en permanence. Parce que là, tout ce que je dis, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une synthèse. Comme je vous disais, j'essaie de faire une synthèse pratique d'un certain nombre de disciplines qui, au XXe siècle, en fait, ont été rassemblées sous le terme de sciences de la gestion. Donc c'est le management, le marketing et la sécurité des systèmes, pour l'essentiel. Et tout ça, en fait, s'appuie sur des disciplines parfaitement classiques, qui sont la psychologie, un peu de sociologie, mais surtout la psychologie, un peu de philosophie, mais c'est essentiellement la psychologie sociale éventuellement. Mais voilà. Donc voilà, donc pour essayer de modéliser l'opinion publique et l'opinion d'autrui déjà, et puis l'opinion collective. Voilà, donc j'ai modélisé ça, mais en fait là, comme l'idée c'est de faire l'ingénierie sociale, c'est en fait de ne pas se contenter d'être observateur. C'est-à-dire qu'en fait, la différence entre les sciences sociales et l'ingénierie sociale, c'est que les sciences sociales décrivent leur objet, mais elles n'agissent pas dessus. L'ingénierie sociale décrit dans un premier temps, évidemment il faut décrire l'objet de la manière la plus précise possible, puisqu'il va falloir exploiter les failles, donc vous avez intérêt à être précis. Il faut savoir exploiter les biais psychologiques d'autrui, exploiter les failles dans le système, les failles dans le système de sécurité d'autrui, puisqu'on est quasiment on travaille sur la sécurité cognitive, en quelque sorte. Donc il va falloir décrire le plus précisément possible l'esprit d'autrui. Donc ça peut être un sujet, ça peut être un groupe. On parle d'intelligence collective, on parle aussi de culture d'entreprise. Une culture d'entreprise,
c'est bien une culture commune à tous les individus de l'entreprise. Donc là, on a un phénomène d'intelligence collective. De la même manière que, par exemple, la manière de jouer au football de Barcelone, par exemple, l'équipe l'UFC Barcelone, n'est pas la même que celle du Real Madrid. Si vous êtes un peu amateur de foot, comme je l'ai été à une époque, vous savez que le jeu des Barcelonais, c'est toujours en triangle, et puis on avance progressivement, on maille le territoire, alors que les Madrilènes, le Real Madrid, c'est beaucoup plus explosif, et puis on envoie le ballon à l'avant, et puis en fait, il y a le petit génie qui est censé marquer le but en avançant quasiment, un peu en fait comme l'Argentin là, qui marquait, qui partait du centre de, oui, voilà, comme Maradona. Voilà. Donc on a deux styles en fait, un style très collectif qui procède lentement, et puis un style plus explosif, plus spectaculaire en fait, avec effectivement un attaquant qui est à la vedette de l'équipe. Alors après, comme les Barcelonais ont réussi à prendre Messi, là ils avaient les deux éléments. Donc le jeu ultra collectif, et puis en plus l'attaquant génial, quoi. Enfin bref, ça c'est une parenthèse qui ne parle pas forcément à tout le monde. Mais voilà, donc en fait, en tout cas vous avez un style de jeu qui est différent en fonction des équipes, et qu'on peut appeler une culture d'entreprise. C'est un peu la même chose. Il faut si je vous dis piratez-moi ça, voilà. Là vous êtes démunis, par où on commence, comment on commence, voilà. Eh bien, dans un premier temps, tout de suite, les éléments que je vous donne doivent vous permettre de débroussailler le terrain. Ensuite, il n'y a plus que des cas particuliers. Il faut quand même le savoir, tous les psys vous diront, effectivement c'est indispensable de connaître les classiques de la psychiatrie, de la psychologie, de la psychanalyse, mais ensuite quand vous êtes face à votre patient, il n'y a plus que des cas individuels. Et c'est pareil dans le management et dans le marketing, fondamentalement. Oui, il y a des constantes, il y a des universaux, mais après, je veux dire, tout est rejoué à chaque fois en fait, en fonction de l'individu ou en fonction de l'entité. Effectivement, c'est-à-dire que quand je dis entité, c'est-à-dire que ça peut être un groupe, en fait, un sujet collectif. Donc moi, mon but, en fait, c'est de débroussailler le terrain, mais vraiment dans les grandes lignes. Et puis après, vous faites ce que vous pouvez. Mais en tout cas, pour modéliser l'opinion publique, pour modéliser une culture d'entreprise, pour modéliser une intelligence collective, et l'action sur l'intelligence collective, pas simplement la description. Donc là, il y a les trois types de relations sur lesquelles il faut agir, confiance, méfiance, indifférence. Donc confiance déjà pour avoir l'oreille du sujet que vous voulez pirater. La méfiance pour savoir monter des conflits triangulés à l'intérieur du sujet, à l'intérieur du groupe. Par exemple, si vous voulez diviser pour régner, ou si vous voulez tout simplement détruire un groupe, en fait, vous allez travailler à faire monter la méfiance à l'intérieur de ce groupe. Donc ça, c'est indispensable, il ne faut jamais oublier ça. C'est que, en fait, par exemple, si vous êtes une opposition contrôlée en politique, eh bien, votre intérêt, c'est de lancer la rumeur qu'il y a de l'opposition contrôlée. Et il ne faut pas avoir peur de l'effet boomerang, parce que lancer l'idée, la rumeur qu'il y a une opposition contrôlée, eh bien ça fait monter justement la méfiance, ça fait monter la paranoïa, et tout le monde commence à se regarder, à s'accuser d'être l'opposition contrôlée. Alors là, il y a un exemple historique qui est bien connu, et là c'est qui est moins loin en fait, que Jules César et les tribus gauloises, c'est l'opération de la Bleuite pendant la guerre d'Algérie. Qui a entendu parler de ça? Levez la main, ceux qui connaissent. Oui, voilà, vous êtes trois. Donc les services de renseignement français, dirigés par le capitaine Paul-Alain Léger, si je me souviens bien, avaient un problème avec le FLN, en fait, parce que le FLN était efficace, il travaillait bien. Et donc ils ont lancé une opération pour semer la zizanie au sein du FLN, mais avec un minimum de moyens. Et donc ils ont réussi à lancer la rumeur au sein du FLN qu'il y avait au sein du FLN des agents infiltrés au service des Français, alors qu'il n'y en avait pas. Et ça a marché. Et les membres du FLN ont commencé donc à s'observer en chien de faïence et à s'accuser mutuellement d'être des agents infiltrés au service des Français.
voyez toujours hein, cette dialectique du virtuel et du réel. En fait, une rumeur hein, virtuelle a produit des effets très concrets dans le réel. Hein, et effectivement, le FLN s'est autodétruit, en fait, sur la base de cette croyance hein, qu'il y avait des agents infiltrés, et croyance elle-même induite par les Français. Donc c'est vraiment une opération, enfin c'est pas de l'autodestruction en réalité, c'est en fait une autodestruction sur la base d'une opération d'infiltration cognitive. Puisque là, les Français ont infiltré psychologiquement, enfin cognitivement, là en l'occurrence les Algériens. Mais bon, en fait, on peut faire un copier-coller hein, avec ça, et puis répéter l'opération, hein, et ça marche à chaque fois en fait. Donc là, en fait, l'opération La Bleuite, alors je vous invite à regarder en fait hein, ce que vous pouvez trouver ensuite sur Google. Hein, vous tapez Bleuite Algérie par exemple, ou Bleuite FLN, et là vous aurez plusieurs pages, enfin des articles, une page Wikipédia, etc. Mais c'est vraiment un cas d'école. Hein, il faut vraiment savoir que effectivement c'est assez prodigieux là, ce que les services français ont réussi à faire avec quasiment aucun moyen en fait, enfin, avec très peu, enfin, et puis ils n'ont engagé personne en plus en fait, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin qu'il y ait de vrais agents infiltrés. Non, l'idée a suffi hein, pour produire un comportement réel. Donc voilà, donc ça c'est pour ça que c'est, si vous, enfin, parfois hein, il est indispensable, hein, enfin parfois si vous, enfin, il peut être utile hein, en fait, hein, effectivement semer la zizanie dans un groupe. Hein, si vous êtes agent de renseignement, votre mission sera hein, un jour ou l'autre hein, effectivement de commencer à décomposer hein, un groupe pour l'affaiblir, hein, enfin, pour organiser l'impuissance du groupe. Hein, c'est parfois, en fait, si vous voulez, pour lutter contre certaines idées, il est plus efficace de lutter contre le groupe qui soutient les idées. Parce que parfois, hein, les idées, hein, c'est un peu comme les virus, hein, c'est impossible à arrêter. Enfin, je veux dire, en fait, il y a une épidémiologie des idées, hein, ça s'appelle la mémétique, hein, la discipline qui s'en occupe de ça, et il n'est pas toujours possible d'arrêter la circulation d'une idée. En revanche, vous pouvez décomposer les groupes qui soutiennent ces idées, et là, bon, bah, l'idée disparaîtra d'elle-même, en fait, parce que vous aurez décomposé la population haute, hein, comme pour filer la métaphore du virus, et donc c'est comme ça que vous pouvez effectivement, enfin, en quelque sorte, finalement, bon, non pas lutter contre une idée, mais la dévitaliser, hein, en dévitalisant les milieux sociologiques qui la soutiennent. Donc voilà, donc après la confiance et la méfiance, bon, bah, l'indifférence, hein, comme je disais, bon, c'est parfois utile pour avancer masqué, hein, en quelque sorte, hein, pour faire progresser un message hein, sans attirer l'attention sur le messager. Et il faut que les gens soient indifférents au messager. Et là, vous pouvez effectivement pratiquer là, la méthode de Fire and Forget. Hein. Vous balancez une idée hein, ou un slogan, et puis vous vous retirez. Et voilà. Voilà, mais par contre, alors, ensuite, pour parler justement de l'opinion publique, hein, donc le pouvoir nous demande hein, d'éprouver hein, des affects hein, par rapport à certains sujets. Et en fait, ces affects donc, peuvent être donc, obligatoires. Donc les affects, là, ça va être confiance, méfiance, indifférence, hein, ça se décompose comme ça. Mais le pouvoir nous demande, hein, avec plus ou moins d'insistance, hein, et parfois il insiste lourdement, et donc en fait la demande, hein, le façonnage de l'opinion publique, pour être clair, est plus ou moins donc autoritaire, et c'est pour ça qu'on peut là à nouveau modéliser, enfin décomposer hein, la demande du pouvoir en obligatoire, interdite, déconseillée, conseillée, déconseillée ou autorisée. Je vais vous donner un exemple très concret. Par exemple, le vaccin. Hein, voilà. La confiance envers les vaccins. Hein, on va commencer à remplir le tableau. La confiance envers les vaccins est-elle obligatoire, interdite, conseillée, déconseillée, autorisée? Alors évidemment, vous aurez tous une sensibilité un peu différente, et bon, globalement, je pense qu'on est d'accord que la confiance envers les vaccins est au minimum conseillée, voire obligatoire. Hein, là, vous avez entendu parler là,
du projet de loi là, sur les dérives sectaires, etc., enfin, bon, qui vise en fait à rendre impossible la critique de certains traitements, de la parole en fait, d'autorité, de l'OMS, etc. Donc, et ensuite alors, donc là après, bon, on peut positionner, par exemple, la notion de vaccin. Donc dans les cases là en fait, et puis bon, ensuite le jeu ce sera de déplacer sur le tableau la notion de vaccin pour en fait et de réfléchir à comment on va faire pour que d'obligatoire, pour que en fait si je remplis la case ici confiance obligatoire ou confiance conseillée, comment faire pour que ce soit pour en fait la sortir de l'obligation. Pour que ce soit en fait neutralisé, pour que, en fait, que l'indifférence, par exemple là, concernant les vaccins, le but ce serait que l'indifférence soit au minimum autorisée. C'est le minimum qu'on peut demander, finalement, au pouvoir public. Et alors, il va falloir passer de confiance obligatoire à l'autre bout du tableau, c'est-à-dire indifférence autorisée. Et la question, justement, que le communicant va se poser, c'est comment je fais passer le concept de vaccin de cette case-là à cette case-là. Voilà. Et ça se fait par la parole. C'est-à-dire que, en réalité, pour pirater autrui, c'est comme de l'hypnose. C'est en fait, ça se fait entièrement par la parole. Et en fait, je sais que finalement, je vous ai piraté à partir du moment où vous reprenez mes éléments de langage. C'est tout simple. Il n'y a pas besoin finalement de faire des formations en PNL ou pendant des années. Dans la mesure où vous reprenez ce que j'ai dit, c'est bon, j'ai gagné, c'est fait. Et pour ça, évidemment, il faut que j'obtienne votre confiance. Parce que sinon, vous ne reprenez pas ce que j'ai dit. Voilà. Là, par exemple, je suis en train de vous pirater. Vous me faites confiance, vous êtes venu me voir. Vous buvez mes paroles, je le vois dans vos yeux, là, vous êtes en extase. Non mais bon, je suis en position de gourou, quoi, en quelque sorte, je suis en train de vous hypnotiser, et donc je suis en train, en fait, j'ai obtenu, donc je n'ai plus besoin finalement de vous pirater, c'est-à-dire de violer votre conscience, puisque en fait, vous ouvrez à moi spontanément. Donc c'est encore mieux, là, c'est même, là on est en réalité, et quand on en arrive à ce stade, on n'est plus dans le piratage, on est dans la pédagogie. C'est-à-dire je transmets ce que je sais. Mais dans un premier temps, je dois quand même obtenir votre ouverture, c'est-à-dire votre confiance. Et c'est vrai que, bon, du fait qu'aujourd'hui, j'ai une petite notoriété, donc en fait, ma réputation me précède, et donc je peux obtenir, a priori, une confiance et une ouverture. Je n'ai pas besoin de lutter pour me faire entendre. Enfin, je dis ça par rapport en fait à là où j'en étais il y a peut-être 10 ans, où bon, je n'ai pas fait trop, j'ai peut-être fait 2 conférences dans ma vie, et puis il y a 20 ans, ça c'est encore pire, où là, bon, effectivement, c'est-à-dire que quand j'ouvrais ma gueule, bon, il fallait lutter pour se faire entendre. C'était vraiment... Comment? Oui, non mais c'est ça, parce qu'en fait, on a quelque chose à dire, mais bon, comme justement il n'y a pas le charisme de la réputation, bon, en fait, on n'est pas audible. Là, l'intérêt, enfin, c'est pas. Le seul intérêt que je trouve finalement à la célébrité, entre guillemets, parce que bon, ça reste quand même très limité, en fait, c'est que je n'ai pas à faire mes preuves au préalable. J'ai déjà, en fait, un crédit, une confiance, comme je disais tout à l'heure, et bon, ça va beaucoup plus vite pour transmettre ce que j'ai à vous dire. Donc voilà. Dès quelle heure là, mon rendez-vous? Enfin, je peux parler combien de temps encore? On a jusqu'à minuit si tu veux. Alors, justement, pour travailler là, sur l'opinion publique, le mieux, finalement, dans notre société où tout le monde est très occupé, c'est de frapper vite et fort et d'être efficace, fire and forget. Et donc vous n'avez pas le temps de faire de longues dissertations. On est tous un peu finalement tributaires du mode de communication des réseaux sociaux, où il faut que ce soit court, bref, rapide.
C'est pour ça que il y a une dizaine d'années, je me suis dit, tiens, je vais créer, plutôt que de parler comme ça, faire des formations théoriques, je vais faire des ateliers création de slogans. Pour apprendre, pour que mon public commence à se mettre dans la peau d'un communicant, pour justement en fait commencer en fait à pouvoir décrypter en direct les opérations d'ingénierie sociale, les opérations psychologiques, parce que le but c'est ça, c'est déjà dans un premier temps d'être capable de décrypter en direct, en temps réel, une opération psychologique déjà, qui passe par les médias éventuellement, ou par une transaction individuelle, ça peut arriver aussi. Donc pour décrypter en temps réel une opération psychologique, ou une opération d'ingénierie sociale, c'est une opération en fait de subversion finalement, je dirais de la perception des choses, il faut y être formé, et pour ça rien de tel effectivement que de faire des exercices où on se met à la place de quelqu'un qui doit réaliser une opération psychologique. Donc une opération de retournement de l'opinion publique, ou de l'opinion d'autrui en général. C'est-à-dire qu'en fait, une opération psychologique a toujours pour objectif de vous retourner, comme on dit, c'est-à-dire de vous rééduquer, ou de vous reprogrammer. Tout ça, c'est synonyme. Reprogrammer, rééduquer, retourner, c'est la même chose. Ça s'adapte à des contextes différents, mais globalement c'est la même chose. Le but à la fin, c'est que vous changiez d'avis. C'est tout bête, mais encore faut-il y penser. Et donc il y a une industrie aujourd'hui du retournement de l'opinion, dont les spécialistes s'appellent les spin doctors en anglais, donc des experts le spin, tout spin ça veut dire faire tourner en anglais, donc des experts en retournement de l'opinion, des experts en influence, en réalité, il ne faut pas... parfois, quand je parle de ça, on me dit « Ah oui, quelle société pourrie, etc. Il y en a marre, etc. Vivons au fond des bois, à moitié nus, et puis pour revenir à la terre ne ment pas, etc. » Non, mais l'espèce humaine fonctionne comme ça depuis toujours. En fait, on le sait, parce qu'il y a des traces historiques, c'est l'œuvre de Platon, tout simplement. Platon, donc fondateur de la philosophie occidentale, un des cofondateurs de la civilisation occidentale, donc philosophe grec, athénien, qui dans son œuvre met en scène des joutes verbales entre son maître, Socrate, puisque Platon était l'élève de Socrate. Donc il met en scène des joutes verbales entre son maître et les sophistes. Alors parfois c'est pas les sophistes, parfois c'est des disciples de Socrate, mais bon, en tout cas, les grands dialogues de Platon, c'est le Protagoras, le Gorgias, etc. Et le banquet. Et Platon met en scène Socrate contre les sophistes. Alors vous avez déjà entendu cette expression-là, les sophistes. En fait, aujourd'hui c'est connoté négativement. En fait, ça veut dire des manipulateurs rhétoriques, des gens qui sont très bons en rhétorique et qui effectivement peuvent vous tourner quelqu'un en quelques phrases. Bon, mais là, ce que je veux vous dire par là, c'est que ça existe depuis toujours, depuis que les humains vivent en société complexe, parce que Athènes c'était une grande ville pour l'époque. L'art de la rhétorique, l'art oratoire, est devenu absolument essentiel. Pourquoi ? Parce que en fait, les sociétés humaines sont homogènes et peuvent finalement, les gens peuvent se comprendre à demi-mot, en fait, jusqu'à 300 personnes. Ça, c'est l'ethnologie qui est arrivée à cette moyenne. C'est-à-dire qu'en fait, une société peut être fusionnelle jusqu'à environ 300 individus. Au-delà de 300, la société commence à devenir complexe. C'est-à-dire qu'il y a une hétérogénéité qui vient fragmenter la société. Une hétérogénéité ça a plusieurs niveaux, mais bon. Et donc en fait les sociétés complexes, c'est les sociétés urbaines essentiellement, où finalement tout le monde n'est pas affairé à survivre simplement. C'est-à-dire que en fait une tribu amazonienne au fond des bois, en fait, finalement, la circulation de l'information est essentiellement consacrée à la survie physique. Donc, ça simplifie considérablement les choses, en fait, parce qu'il n'y a qu'un seul sujet. Et puis bon, éventuellement, le soir,
autour du feu, on a le droit de se reposer, et puis de parler des ancêtres, et des légendes, etc. Mais bon, ça occupe une portion congrue hein, dans la totalité de tout ce qui, dans tout ce qui occupe en fait la communication interindividuelle. En revanche, dans les sociétés urbaines où on n'a pas forcément besoin de travailler, où en fait les animaux sauvages sont éloignés physiquement, etc., où on est moins dans la survie immédiate, il y a une forme de gratuité qui apparaît, et là il y a en fait de l'individualisme qui apparaît, et la société et la communication interindividuelle hein, commencent à devenir complexes. Et donc, il ne faut pas s'étonner que toutes ces questions-là apparaissent hein, dans les milieux fortement urbanisés et avec une administration, hein, avec une bureaucratie qui oblige hein, les individus qui vivent dans ce contexte à devenir un peu plus sophistiqués. Hein, le terme de sophistication a la même racine que sophiste. Bon, tout ça, ça peut se rassembler sous l'expression de communication stratégique. Hein, c'est-à-dire que, en fait, c'est quoi l'expression communication stratégique? Signifie que vous ne communiquez plus spontanément. Ben, c'est un terme qu'on voit justement dans les milieux du consulting, hein, c'est l'expression de communication stratégique. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à communiquer avec des gens a priori éloignés hein, au niveau des références. Et avec éventuellement l'idée de les retourner, hein, ou du moins de peser sur hein, leur comportement. À un moment. Alors ça va être par exemple le comportement d'achat, dans le marketing, ça va être le comportement de vote, hein, dans le marketing des idées, hein, dans le marketing politique, mais dans tous les cas, il s'agit de peser sur le comportement d'autrui. Le cabinet de McKinsey, ou d'autres cabinets moins connus, en période électorale, hein, et nous allons entrer bientôt dans une période électorale avec les européennes, le but c'est de peser sur votre comportement de vote. Et tous les moyens sont bons. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles vous allez voter Macron, hein, si je me mets dans la peau d'un conseiller en communication de Macron, les raisons ne m'intéressent pas. J'applique le behaviorisme, hein, c'est-à-dire le comportementalisme, hein, les sciences du comportement. La seule chose qui m'intéresse, c'est que vous mettiez un bulletin au nom de Macron hein, dans l'urne. Ensuite, tous les moyens sont bons. C'est pour ça d'ailleurs que le discours hein, tenu par aujourd'hui les politiciens, enfin surtout les politiciens qui sont à fond hein, dans cette pratique de la communication stratégique, peut être complètement incohérent. Parce que, en fonction du segment de population, je vais parler différemment. Je ne vais pas tenir le même discours. Mais le but, ce sera que vous votiez pour moi à la fin. Donc là, on voit en fait deux grands types de communication stratégique, hein, justement avec l'exemple de l'électoralisme, entre ceux qui sont uniquement dans la com, hein, dans les technologies relationnelles, dans les technologies de communication, et qui s'adaptent de manière un peu comme des caméléons, hein, en fait, qui deviennent protéiformes, hein, donc Macron par exemple, et ceux qui ont un électorat, un vivier électoral particulier, qui eux, par contre, vont répéter un peu toujours la même chose. Donc là, on a en fait vraiment deux grandes pratiques, hein, entre ceux qui répètent un peu toujours la même chose, et puis ceux qui deviennent des caméléons adaptatifs hein, à tous les environnements cognitifs et à toutes les revendications. Mais l'essentiel à la fin, c'est que vous votiez pour moi. Et de toute façon, je vous donnerai ce que vous voulez. Et bon, mais ça induit deux rapports à autrui, hein, deux rapports au monde hein, aussi. Donc, et la communication stratégique est justement, alors, par exemple, bon, Macron, lui, est donc dans cette du fait qu'il ne cherche pas la vérité, il cherche l'efficacité, hein, parce que c'est ça la communication stratégique. On ne cherche plus la vérité, hein, on se fiche totalement finalement de ce que pense, de ce que je pense, de ce que pense finalement l'orateur. Le but en fait c'est de produire un comportement de vote ou un comportement d'achat, c'est tout. Alors que la communication, on pourrait dire en quelque sorte sincère, enfin, la communication à la manière de Socrate, hein, quand il s'oppose aux sophistes, eh bien, cherche une vérité, hein, puisque Socrate est en quête de la vérité pure, hein, les idées pures, hein, les essences, et qui résident dans le ciel des idées.
Donc Socrate si on oppose, c'est une opposition archétypale. Vous voyez, entre, en fait, le mode de communication socratique, il consiste à dire ce que je pense, et le mode de communication sophistique, qui consiste en fait à s'adapter au public pour lui dire ce qu'il a envie d'entendre, en fait. D'abord, en premier, pour lui dire ce qu'il a envie d'entendre, pour l'amener à moi. Et ensuite, évidemment, pour soit lui vendre un objet, soit lui faire déposer un bulletin à mon nom dans une urne. Mais enfin, vous voyez que c'est deux modes de communication très différents. Chacun a sa propre technicité. Et en fait, dans une société complexe, on ne peut plus se contenter de dire ce que l'on pense. Il va falloir s'adapter justement aux divers segments de la société. Et donc, en fait, il ne faut pas être forcément dans le purisme moral et considérer que c'est mauvais. C'est une question quantitative. C'est une question de seuil. Passer un certain seuil démographique, on ne peut plus se contenter de dire ce que l'on pense. Il faut s'adapter aussi à ce que pensent les autres. Et c'est ça la vie en société. On sort de la famille, quoi, en fait, et on va dans le monde. Et le monde ne pense pas forcément comme nous. Si la famille propose un cocon, où en fait il y a une certaine homogénéité et une entente affective, non, mais dans les premières années, évidemment après, les frères et les sœurs peuvent s'entretuer ou je sais pas quoi, mais disons que, en fait, c'est un peu le schéma oedipien, en fait. C'est-à-dire que quand Freud propose son concept, le complexe d'Oedipe, alors il ne dit rien d'autre que ça, c'est que, en fait, dans les premières années de la vie, on peut être dans la spontanéité, l'authenticité, une forme de laisser-aller, parce qu'on est dans une relation fusionnelle à maman et même à papa, et puis au cocon familial. Mais qu'à un moment, il va falloir aller dans le monde, et que la relation fusionnelle, c'est terminé. Et là, normalement, c'est dans les sociétés occidentales, pendant des centaines d'années, c'était le père qui était chargé d'extraire l'enfant, le garçon comme la fille d'ailleurs, d'extraire l'enfant du cocon familial et de la relation un peu fusionnelle avec maman, qui est un peu la chef du cocon familial, pour en fait adapter l'enfant à la société et au rapport de force, qui eux ne sont plus du tout fusionnels. Donc voilà, donc faut être conscient que de toute façon, tout ce que je dis là, je pense que vous l'avez compris, et que vous l'avez même compris depuis un certain temps. En fait, là, je me contente de mettre des mots sur vos intuitions. Fondamentalement, je n'invente rien. Mais ce que je veux dire, c'est que le mode de communication sophiste, qui consiste à parler non pas de ce que je pense, mais d'abord de m'adapter à autrui pour lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Alors ça peut servir effectivement à manipuler les gens, évidemment. Justement, pour obtenir leur confiance, vous devez déjà d'abord leur dire ce qu'ils veulent entendre. Alors chez Kevin Mitnick, le pirate informatique, ça s'appelle de l'hameçonnage. Vous avez entendu parler de ça peut-être, ou le phishing. C'est une méthode qui consiste à se faire passer par exemple pour votre banquier, pour vous dire on a un problème avec votre compte en banque là, est-ce que vous pouvez nous envoyer vos identifiants, là, vos paramètres, mot de passe, etc. Et donc le pirate là se fait passer, usurpe l'identité de votre banquier pour abuser de votre confiance. Et si par mégarde vous lui envoyez vos mots de passe, le pirate a les identifiants et il vide votre compte en banque. Et donc en fait, ce type de communication évidemment totalement manipulatoire, que Kevin Mitnick appelle de l'ingénierie sociale, en fait se base sur une relation, un type de relation à autrui qui n'est plus ni sincère, ni spontanée, ni authentique, mais qui a sa légitimité en société. Parce qu'on ne peut pas communiquer tout le temps de manière spontanée, sincère et authentique. Parfois, il faut calculer ce que l'on dit à autrui. Il faut calculer, parce que tout simplement, l'autre ou les autres ne sont pas forcément tout de suite en mesure d'entendre ce que j'ai à dire, premièrement. Et deuxièmement, on n'est pas tous pareils. Donc il faut tenir compte aussi des sensibilités, des origines, etc. etc. Donc, ce mode de communication calculé, c'est-à-dire planifié, etc., a de toute façon sa pleine légitimité
à partir du moment où on veut vivre comme un adulte dans une société adulte, hein, où on n'est plus justement dans cette spontanéité permanente, hein, du stade oral et du stade anal du petit enfant, quoi. Et qui doit apprendre à contrôler son corps, hein, donc à ne plus se laisser aller sur lui. C'est ça un complexe d'Oedipe, hein, c'est comment passer de la spontanéité physiologique, hein, au contrôle du corps, hein, pour s'adapter à une vie en société entre adultes. C'est un autre que ça en fait, hein. Là c'est le point de départ de la civilisation, hein. C'est apprendre à ne pas se faire pipi sur soi, et puis ensuite à ne pas se laisser aller en permanence, hein, et donc contrôler les émotions, contrôler les fonctions physiologiques pour vivre en société en adulte. Donc là on est dans un, enfin là je fais une parenthèse, mais là on est vraiment dans un, enfin en Occident, enfin dans ce que les Russes appellent l'Occident collectif, on est vraiment dans un phénomène de dégénérescence, hein, puisque avec le LGBT, etc., là on est en train de redescendre au stade anal, et il n'est même pas une métaphore. Non mais je suis désolé. Bien joué. C'est... Tu l'attendais depuis une demi-heure. Tu attendais depuis une demi-heure. Oui, je l'avais dans un coin de ma tête. Non, mais disons que on nous vante, hein, les mérites, hein, d'une forme de spontanéité sexuelle permanente, quoi, et depuis les années 60, hein, depuis la révolution sexuelle, hein, Woodstock, etc., enfin, le LSD, les changistes, tous ces trucs-là. Donc là, on est vraiment dans un phénomène de dégénérescence civilisationnelle. Mais bon, c'est juste une parenthèse, je ne suis pas là pour parler de ça prioritairement. Mais disons que ça rentre, hein, enfin, ces questions-là ont affaire, hein, de toute façon, avec la question de la communication. Puisque là, enfin, les deux types de communication, la division archétypale là, que je fais entre la communication sincère, spontanée, effectivement, on a tous besoin de ça. Et évidemment, on a besoin de se faire entendre par des gens qui nous comprennent, qui nous aiment, etc. Le problème, c'est que vivre en société, ce n'est pas que ça. Voilà. Et que parfois, il faut se contrôler, hein, il faut contrôler son corps, il faut contrôler ses émotions, et communiquer de manière calculée. Hein, vous avez la communication stratégique, ça consiste à calculer ce que je vais dire, hein, pour diverses raisons. Alors ça peut être pour manipuler autrui, ou tout simplement, hein, pour créer une culture commune. Hein, c'est-à-dire en fait créer, et c'est là la noblesse, hein, justement de la communication stratégique, hein, et du calcul, hein, c'est essayer de définir un discours commun, adapté à tout le monde. C'est ça la politique, hein, fondamentalement. Hein. C'est la différence entre métapolitique, hein, c'est-à-dire la méthode socratique, hein, c'est-à-dire chercher la vérité pure, et dire ce qu'on pense vraiment, ce qu'on a sur le cœur, je sais pas quoi. Et puis la communication politique, hein, qui en fait est un peu indifférente à la vérité, hein, et qui cherche surtout l'efficacité communicationnelle. Hein, et l'efficacité, déjà, bon, premièrement, pour faire progresser un message. Hein, donc là, c'est effectivement les méthodes de retournement, les méthodes d'influence, mais aussi l'efficacité dans la construction du lien social, hein, pour que nous ayons tous à peu près, hein, la même langue, le même code. Hein, parce qu'une société humaine, certes, alors, il y a le code génétique, mais il y a le code épigénétique, hein, c'est-à-dire la culture. Et le code épigénétique est parfois plus important que le code génétique pour structurer les sociétés. Tout simplement, le code épigénétique, en fait, à l'intérieur de l'épigénétique, hein, c'est-à-dire de la culture, il y a la langue maternelle, enfin la langue qu'on parle au quotidien. Alors imaginez, hein, une société où chacun aurait sa propre langue. Bon, c'est terminé, enfin, je veux dire, elle ne peut pas exister. Enfin, en fait, c'est pas qu'elle va s'effondrer, c'est qu'une société où chacun parlerait sa propre langue, c'est une société d'autistes, en fait, une société de psychotiques, entièrement où, en fait, il n'y a plus que des subjectivités. Et il n'y a plus d'intersubjectivité. Voilà. Eh bien, ça, c'est une société entièrement spontanée, justement, hein, en fait, mais en fait, c'est pas une société du tout, surtout. Et c'est pour ça que pour, en fait, faire société, il faut rogner sur sa subjectivité. C'est obligatoire. Hein, pour, en fait, faire un peu de place aux autres. Mais chacun doit faire la même chose. Hein. Ma liberté s'arrête comme celle des autres. Hein. Voilà. Et donc... et c'est en ce sens que la communication stratégique, c'est-à-dire la communication calculée, a sa place, hein, a sa noblesse, hein, et surtout, en fait, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Hein, et c'est ça la politique, hein, c'est effectivement définir un discours adapté à la moyenne. C'est ça, hein, fondamentalement.
Mais bon, pour revenir sur tout ce qui est programmation, déprogrammation, etc. Et donc, oui, donc je voulais vous proposer un exercice en fait, hein, pour comment dire, joindre l'utile à l'agréable. Donc, alors oui, voilà. Donc en fait, l'exercice, c'est un remue-ménage, hein, un brainstorming classique. Hein. Je vais vous demander de vous regrouper par petits groupes de 3 à 5 personnes et de travailler sur un slogan, sur l'invention d'un slogan. Parce que, bon, comme je disais, en fait, l'influence efficace, la communication efficace, elle va vite. Hein, c'est-à-dire c'est 2 phrases maximum. Hein, en fait d'ailleurs, et là aussi, ce mode de communication a sa noblesse. Hein, c'est pas simplement un mode de communication dégradé, hein, qui serait lié à notre époque de marketing envahissant. Non, non, non. Avant, on appelait ça comment? On appelait ça les proverbes, les maximes, hein, les aphorismes. Voilà. C'est-à-dire qu'en une phrase ou 2 maximum, en fait, vous résumez un livre entier. En fait, et c'est ça le génie des communicants. Et il ne faut pas leur cracher dessus tout le temps. Hein. Ils ont un vrai génie littéraire. Hein. Ils savent effectivement trouver, hein, des formules choc, hein, qui vont en fait vous rentrer dans le cerveau immédiatement en 2 phrases au maximum. Il ne faut pas plus. Synthétiser. Voilà, synthétiser. Et en plus, essayer de prendre le contrôle de votre comportement. C'est-à-dire que le but, en fait, c'est que le slogan agisse comme un virus, hein, comme un virus informatique. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez l'injecter dans votre cible, hein, dans le cerveau de votre cible. Il faut considérer l'humain à ce stade comme une cible. Hein. Bon, ça peut vous déplaire, mais bon, là, on n'est plus dans la morale, en fait. Hein, là, on est dans l'efficacité. Donc il faut considérer que vous avez en face de vous des cibles et que vous devez donc implanter donc une sorte de virus mémétique, hein, de virus idéologique qui va ensuite se développer tout seul. Hein, vraiment, et donc il faut utiliser parfois, alors la méthode du cheval de Troie, hein, en informatique, c'est d'ailleurs un concept de sécurité, de piratage informatique, qui reprend, hein, l'image du cheval de Troie. Hein, c'est-à-dire, dans la légende grecque, et là on est vraiment, hein, dans cette problématique. Une définition que je donne aussi de l'ingénierie sociale, c'est la ruse au service de l'utopie. Et en fait, les ruses de guerre, hein, en fait, il faut réhabiliter, hein, la notion de ruse. Parce que ce n'est pas non plus décadent. En fait, les ruses sont appliquées, hein, dans les relations humaines depuis des millénaires. Le cheval de Troie en est une, hein, puisque en fait, bon, la ville de Troie était une forteresse, hein, c'était une citadelle, comme toutes les villes, hein, d'ailleurs à l'époque, parfois en plus avec un cours d'eau, hein, pour faire comme les douves d'un château. Et donc, l'équipe d'Achille se dit, bon, comment on va faire? En fait, bon, nous ne sommes pas assez nombreux pour percer les défenses, hein, de la citadelle assiégée. On n'a pas les moyens de l'assiéger, justement, hein, on n'est pas assez nombreux, et donc, bon, ils inventent, hein, ce stratagème, hein, qui consiste à éveiller la curiosité des Troyens, hein, pour qu'ils s'ouvrent eux-mêmes à l'ennemi. Vous voyez? Alors là, après, vous n'êtes pas obligé de percevoir tout humain comme un ennemi, hein, évidemment. Et en tout cas, il faut considérer tout humain comme une cible dont il va falloir ouvrir le système de sécurité avec son consentement, hein, et donc en utilisant un cheval de Troie, éventuellement. Ou faire du phishing, hein, de l'hameçonnage, donc usurpation d'identité. Mais bon, le cheval de Troie, c'est une usurpation d'identité, en réalité. Sauf que après, on peut apporter une nuance, c'est plus de la confiance, c'est plutôt création de curiosité. Enfin bref, mais tout ça c'est des nuances. Mais tout, voilà, vous voyez, je veux dire, en fait, notre cerveau, notre esprit est un écosystème qui peut être, vu de l'extérieur, perçu comme une jungle amazonienne. Là, j'essaye de le décrire un peu comme Versailles, vous voyez, je veux dire, de défricher le terrain. J'espère que j'y arrive. Enfin, mon but, hein, c'est en fait de faire des grandes allées, hein, au sein d'un jardin broussailleux, quoi.
pour que justement vous perceviez l'esprit, enfin l'intelligence collective, l'intersubjectivité, l'opinion publique, l'esprit collectif, de manière plus précise, pour que vous puissiez vous orienter dans l'esprit. Ça, c'est un titre de Immanuel Kant. Et voilà. Et donc, alors voilà. Donc, pour vous mettre dans la peau justement d'un communicant qui doit effectivement cheminer au plus vite dans l'esprit d'autrui. Donc, je vous propose cet atelier création de slogan. Alors, un bon slogan, c'est quoi en fait? Donc, c'est 2 phrases maximum. Comme par exemple sur les affiches de cinéma. Vous savez, il y a le titre, et puis en général, il y a une phrase en plus qui vient compléter le titre. Voilà. Ou une bonne publicité aussi, en général, c'est 2 phrases maximum. Parfois, il n'y en a qu'une, mais bon, en tout cas, considérez que vous avez droit à 2 phrases maximum, et pas trop longues. C'est-à-dire sujet, verbe, complément. Faut pas de subordonnées conjonctives. Là, ça devient trop complexe. Donc de préférence des phrases assertoriques, ça peut être aussi des phrases interrogatives, mais il faut considérer que voilà, c'est un peu comme si vous étiez un sniper, et vous avez 2 balles dans le chargeur, pas 3. Donc il faut en fait tuer, il faut loger en fait vos projectiles. Pour loger vos projectiles dans la tête de votre cible, vous avez 2 possibilités. Ou comme au tennis, si vous préférez une métaphore moins guerrière, pour servir, vous avez 2 balles dans la poche, pas 3. Donc si la première va dans le filet, vous avez encore une chance, mais vous n'en aurez pas 3. Voilà. Et donc il faut que ça frappe. Et il faut en fait, dans l'idéal, il faut vous mettre dans la peau d'un tennisman, ou de quelqu'un qui joue au tennis, et qui doit marquer un ace. Alors si ça ne marche pas avec la première phrase, il faut que ce soit avec la deuxième. Ou éventuellement, et puis les 2 en fait peuvent se compléter évidemment. Donc, alors un bon slogan, c'est donc voilà 2 phrases maximum. Et puis donc ensuite il y a des tonalités à exploiter. Alors moi j'en ai trouvé 4. Il y en a peut-être d'autres, mais bon, il y a l'humour. Évidemment, parce que bon, ça contourne les défenses. Je veux dire, forcément, quand vous faites rire quelqu'un, vous obtenez sa confiance tout de suite, même si c'est à très court terme. Mais en fait, vous avez déjà commencé en fait à taper là dans ces défenses. Comment? Entre ouvrir la porte. Oui, voilà, ouais. Ensuite, il y a la dissonance cognitive, c'est-à-dire, alors ça c'était la méthode socratique, la maïotique, c'est-à-dire placer l'autre en face de ses contradictions. Réussir à produire un énoncé qui en fait montre les contradictions, par exemple, d'un autre énoncé, mais en une phrase ou 2 maximum. Par exemple, toute l'idéologie, par exemple là c'était justement là sur les dérives sectaires, j'entendais Dupont-Aignan qui disait mais en fait le pouvoir n'est pas du tout, Emmanuel Macron n'est pas du tout opposé aux dérives sectaires. La preuve, il avait reçu Tom Cruise qui est à l'église de Scientologie au début de son premier mandat. Donc en fait c'est voilà. Donc là Dupont-Aignan marquait un point, c'est-à-dire qu'en une phrase il a anéanti complètement toute la posture morale que le gouvernement essaye de nous faire croire, comme quoi il va nous défendre contre les sectes. Vous voyez? Et bon, là, en une phrase, là, c'était, je ne sais plus, il était sur Radio Courtoisie, je ne sais où, en une phrase, il a rappelé ça, et là, tout de suite, je me suis dit, il faut récupérer ça, absolument, et puis le faire fructifier. C'est-à-dire que là, ça alors, on peut le rassembler, enfin on peut, parce que bon, il a résumé ça en fait en 2 phrases, pareil, mais bon, après on peut le retravailler le style, pour que ce ne soit pas simplement le style d'un entretien à la radio, mais que ce soit vraiment du slogan en bonne et due forme, quoi. Et puis ensuite le diffuser le plus largement autour de soi. Donc voilà, voilà, donc ça c'est un exemple en fait de maïotique au sens socratique, montrer les contradictions chez autrui, mais le plus vite possible en fait, en 2 phrases. Voilà. Ensuite il y a le stress pédagogique, c'est-à-dire en fait faire peur. Le Covid. Comment? Le Covid.
Oui, en fait, voilà, alors le pouvoir a été très friand, hein, en fait, hein, de ces slogans. Alors c'était quoi? C'était restez chez vous, sauvez des vies, je ne sais plus quoi. Enfin, bon. Et puis là, récemment, il y avait une campagne dans le métro pour qu'on remette le masque. Alors là, par contre, là, c'était vraiment mal fichu parce que, en fait, dans le slogan, ils reconnaissaient eux-mêmes que le vaccin ne marchait pas. Vous l'avez vu, ça, j'imagine. Voilà. Bon, là, en fait, c'est le pouvoir qui se tire une balle dans le pied, quoi. Enfin, je veux dire, là, c'est un très mauvais slogan. Hein. Et le slogan, c'était quoi? C'était pour protéger ceux chez qui le vaccin ne marche pas ou un truc comme ça. Enfin, non, mais c'est complètement con. Enfin, pourtant, en fait, le type qui a inventé ça, ou la nana, en fait, bon, bah, boum, c'était le jackpot, hein, et il y a eu une augmentation à la fin du mois. Non, mais il faut se représenter, enfin, ça génère des millions, hein, cette activité-là, en fait, hein, de création de slogans, en fait. Hein. C'est une activité industrielle, hein. Mais il y a des boîtes entières. Là, je vous parlais de Mémétique, en fait. En 2005, j'étais à la société francophone de Mémétique, hein, qui rassemblait des gens issus du management, du marketing et de la sécurité informatique. Et le président de la société Mémétique, hein, lui-même travaillait à Eurogroupe, hein, qui est une boîte qui a une tour à la Défense. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était Hervé Juvin, hein, qui était le président de Eurogroupe. Bon, il a un peu changé depuis, mais c'était il y a 20 ans. Hein. Et comment dire, le président de la société de Mémétique nous disait bien, enfin, effectivement, que, en gros, disons, à cette époque-là, j'ai pu voir, en fait, hein, quelles étaient les sommes, parce que, bon, évidemment, c'était une asso soit 1901, en fait, hein, on faisait des conférences, des colloques, etc., bon, mais j'ai quand même sympathisé avec tout ce milieu socio-professionnel dans lequel j'étais un peu comme un mouton noir, quoi, parce que, bon, enfin... Moi, à l'époque, j'étais dans le syndicalisme d'ultra-gauche, entre la CNT et Sud. Mais bon, en même temps, moi, j'ai toujours une curiosité universitaire pour tout, donc j'arrive à m'adapter à tous les milieux, justement, parce que moi-même, je pratique la communication stratégique. Donc, indépendamment de ce que je pense, en fait, j'arrive à m'adapter à des milieux complètement hétérogènes, en fait, au milieu dans lequel j'évolue, et à l'époque, j'étais dans ce milieu-là. Aujourd'hui, j'y suis plus, en fait, parce que en fait, tout ce milieu d'ultra-gauche aujourd'hui est complètement mondialiste, en réalité. Ils ont été complètement récupérés. D'ailleurs, c'est fascinant d'étudier comment, justement, les mondialistes les ont récupérés. Mais, enfin, entièrement, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a plus rien, il n'y a plus grand-chose qui... À une époque, il y avait des manifs, comment dire, d'extrême gauche au fort de Davos. Bon, c'est terminé, ça. Oui. Enfin non, on va pas mordre la main du maître. Hein. Enfin, bon, donc voilà, et en fait aujourd'hui le grand capital en fait, est bien plus progressiste, hein, en fait, et a totalement rejoint l'extrême gauche. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que en gros il y a eu que le grand capital a pris le contrôle. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a eu en fait une convergence en fait de finalement l'extrême gauche et du grand capital. C'est très étrange. Enfin, historiquement c'est intéressant à étudier. Et donc voilà, alors il y avait le stress pédagogique, c'est-à-dire faire peur en fait, hein, avec effectivement des petites phrases en fait, hein, qui sèment le trouble, hein, des petites phrases anxiogènes en fait. Voilà. Donc un bon slogan, ça peut être ça aussi. Et puis sinon, dans certains cas, il faut botter en touche, enfin, ou déplacer le débat. Hein. Alors ça, bon, concrètement. C'est un peu difficile à expliquer, mais c'est un peu comme du trollage en fait, vous voyez, c'est-à-dire vous déplacez le débat. Mais là, il faut être en contexte en fait. Hein, mais là, je n'ai pas d'idée, comment dire, qui me vient tout de suite à l'esprit, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand vous êtes vous-même engagé dans une joute verbale, hein, bon, alors ne faites pas de longues dissertations, donc, mais appliquez justement ces méthodes, hein, de conception de slogans. Hein, donc communiquer plutôt sur le ton humoristique, si vous voulez être efficace, hein, je veux dire. Hein, toujours pareil à la machine à café au boulot, par exemple, mais dans des espaces, comment dire, vous n'avez pas beaucoup d'espace, justement. Donc il faut cultiver l'humour, hein, ou la dissonance cognitive, hein, savoir justement montrer les contradictions internes dans l'argument de l'autre, mais instantanément. Le stress pédagogique, hein, faire peur, avec des petites phrases anxiogènes. Du style, tout simplement rappeler la fameuse phrase du forum de Davos, là,
en 2030, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Mais ça, il faut le marteler. Justement, il faut le marteler aux bourgeois, quoi, parce que c'est eux qu'il faut alerter, justement, pour qu'ils arrêtent de voter Macron ou LR, quoi. Non mais voilà, qui se mettent à voter pour leurs intérêts réels, eux aussi. Enfin, je veux dire, bon, c'est pas mon milieu, mais bon, en fait, c'est cette partie de la population qui est un peu le ventre mou, qui vote encore Macron ou LR, et qu'il faut aussi retourner, qu'il faut savoir, en fait, prendre comme interlocuteur ou comme cible. Nous sommes les Gaulois réfractaires.